Bonjour à tous et bienvenue sur Kirijitai. C'est vraiment un bonheur de vous retrouver aujourd'hui parce que l'interview que je vais vous partager, c'est celle de Arnaud Burnier. Pour moi, c'est mon plus grand mentor et je suis hyper heureux de pouvoir vous partager tout ce qu'il nous a transmis. Dans cette interview, Arnaud, il est allé vraiment en profondeur et il nous a livré des clés pour devenir des meilleurs chiropracteurs, pour mieux réussir et je pense pour être des meilleurs humains. J'aimerais aussi vous remercier tous et toutes qui nous écoutez parce que vous êtes beaucoup à écouter de façon régulière Kirish Vitae. Et si vous voulez nous remercier d'une façon ou d'une autre, je crois que la meilleure façon, c'est nous envoyer un message sur les réseaux. On est toujours hyper content de vous lire parce que on fait ça pour ça en fait. Donc je vous laisse sur cette vidéo et à bientôt. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Arnaud. Donc bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Je suis content de t'avoir parce que c'est la deuxième interview que tu fais sur la chaîne. La dernière, c'était il y a 6 ans avec Jean-Romain. Ah, Et pour moi, c'est vraiment intéressant de faire cette deuxième interview pour aller plus profondément parce que finalement, la première, elle faisait que 45 minutes et on a envie d'en connaître plus. Et moi, je l'ai écouté plusieurs fois, peut-être des dizaines de fois, cette interview. Mais là, j'aimerais aller un cran au-dessus, en fait, dans toutes les informations que tu as pu nous donner ok. et aller un peu plus dans les détails, un peu plus dans la profondeur de tout ce que tu as pu vivre, parce que je sais que tu as eu une vie incroyable, que tu racontes notamment dans ton livre qui est là, euh, Ah, qui est incroyable. Donc, je me suis aussi basé sur ça pour préparer cette interview. Donc, assez parlé, Arnaud. En gros, la première question de ce deuxième format, c'est, ça fait 6 ans la dernière fois que tu es venu. Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta vie chiropratique? Quel a été un peu ce que tu as pu expérimenter pendant ces 6 dernières années? les 6 dernières années. Ouais. Ah bah c'était un gros tournant pour moi dans la vie parce que je me suis retiré progressivement de voyager constamment pour donner des séminaires, pour donner des conférences et tout ça. Donc c'est une période de la vie où on rentre dans l'hiver de notre vie. Et donc c'est une période qui n'est pas nécessairement facile parce que tout d'un coup on se rend compte. Yeah, on se retire, on participe moins, on a moins à donner et c'est une perte profonde. Hmm. Parce que pour moi, la contribution que j'ai eue ou que j'ai donnée à la chiropractie, c'était mon élan intérieur, c'était ma passion. Et de devoir se retirer de tout ça progressivement pour voyager beaucoup moins, pour être moins engagé, c'est pas un passage facile, mais je me suis réajusté dans la vie. Et je passe beaucoup de temps en contemplation dans la nature. En ce moment, je vis au Mexique pendant 6 mois de l'année et le reste de nouveau 6 mois au Colorado, où je suis constamment baigné dans la nature, une vie très calme, sereine. Et j'apprécie de ne pas avoir tant de responsabilités, un emploi du temps vraiment chargé, de devoir voyager constamment dans les avions, les aéroports, les hôtels, les changements de réseau horaire. Donc, ça a été une transition profonde. Euh, Mon emploi du temps, c'est facile. Je me lève en général à 5h30 du matin. Je fais une respiration profonde avec une gymnastique ou un entraînement personnel que je fais pendant 1 heure, après la méditation, le petit déjeuner, et puis je vais soit nager dans la mer, soit marcher sur la plage, m'assois parfois sur la plage sans rien. Je lis des bouquins. Hmm. De temps en temps, je vois des documentaires sur Netflix ou des films intéressants. Je viens de voir un film super intéressant qui s'appelle Le mauvais chirurgien. Une histoire incroyable. C'est une histoire vraie qui se passe d'un chirurgien à Stockholm, qui est dans l'hôpital le plus connu et le plus important du monde, Karolinska. C'est une histoire incroyable, que ça se passe en médecine comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ma vie se passe. Je Hmm. passe beaucoup de moments, bien sûr, ma femme vit avec moi, on vit ensemble, donc on passe 24 heures sur 24 ensemble, on s'entend vraiment bien. Je fais la cuisine, une vie simple.
une vie Mhm. simple, mais néanmoins, euh, il y a cet abandonnement profond de tout ce que j'ai fait. C'est pas facile. Mhm. L'année dernière, j'ai contribué en écrivant le livre. Ça m'a pris presque 6 mois à le faire. J'avais écrit pas mal de choses au cours des années, mais de pouvoir le réassembler d'une manière avec un fil, si tu veux, continuel, qui était, je crois, intéressant, facile à lire. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 6 mois, mais je me sentais contribuer néanmoins. Mhm. Maintenant, c'est passé et on m'a beaucoup demandé de le faire en audio. Mhm. Donc, je crois que je vais commencer en janvier à faire chaque chapitre en audio. Ça sera en anglais, pas en français. Mais néanmoins, beaucoup de gens de ta génération et des générations plus jeunes que toi ne lisent plus. Ouais. Donc, même j'ai eu Romain Cardinal qui est venu me voir ici au Mexique. Il a passé 3 jours à la maison, une connexion fantastique. Tu vois, je l'ai ajusté. On s'est vraiment passé de bons moments ensemble. D'ailleurs, pas parler beaucoup de Kiro, juste d'être ensemble. Ouais. Et j'ai trouvé, ah, il n'a pas lu mon livre. Il a acheté mon livre, mais il n'a pas lu mon livre. Il dit, non, je ne lis pas. Euh, donc, va falloir que je fasse en audio. Ça va Ouais. me prendre en janvier, ça va me prendre. Et donc, j'aurai de nouveau le sentiment de participer, de contribuer et tout ça. Ouais. En fait, ce qui se passait, c'est que à l'époque, tu étais tout le temps dans les avions en train de donner des séminaires parce que il me semble que tu as eu une longue vie chiropratique dans ton cabinet. Donc, tu as eu deux cabinets, c'est ça? 2 cabinets, correct. J'avais un cabinet en Pennsylvanie qui était chaque jour de la semaine, presque 10 12 heures par jour. Et le week-end, je partais tard le soir le vendredi pour aller donner des séminaires et je revenais tard le soir le dimanche pour pouvoir être au cabinet le lundi matin. Hmm. Donc c'était un emploi du temps chargé, mais j'ai balancé ça avec ma famille en prenant 2 semaines tous les 3 mois de vacances et j'avais quand même une coupure en été et en hiver. Parce que les séminaires, je le faisais au printemps, pendant tout le printemps et tout l'automne. De temps en temps, j'avais un engagement en été et en hiver, mais c'était rare. Donc, Ok. j'avais une vie relativement balancée, mais d'une manière différente que la balance que beaucoup de gens ont. Hmm. C'est-à-dire que tu avais vraiment des périodes qui étaient extrêmement chargées entre les séminaires et ton cabinet, et d'autres périodes qui étaient un peu plus calmes où tu prenais des vacances et tu avais uniquement ton centre chiropratique, quoi. C'est juste, c'est correct. Hmm. Yep. Yeah, yeah. Arnaud, j'aimerais qu'on aborde une grande partie de cette interview sur la philosophie et que tu nous parles un peu plus en profondeur de ce que tu as eu, de ce que tu as gagné comme expérience de tes mentors, donc au Sherman. Et pour toi, c'est quoi la philosophie finalement? Ah, la philosophie, d'abord, c'est un mot qui, beaucoup dans la profession, oh, la philosophie, je ne veux pas en entendre parler, ça n'a rien à voir, c'est pas utile et tout ça. La réalité, c'est que toute compagnie, que ce soit Toyota, Ford, IBM, Apple, les gens ont une philosophie, même Mm. des corporations ont une philosophie. De ne pas avoir de philosophie, c'est une philosophie. Mm. La philosophie, ça répond à pourquoi on fait ce qu'on fait. Mm. Pour moi, c'est le GPS, c'est la direction, c'est le compas qui nous guide dans la vie et en pratique chiropratique. Et pour moi, je ne sépare pas, parce que la philosophie chiropratique, c'est défini comme une philosophie de la vie, du bien-être et de la santé. Et donc, je ne sépare pas la philosophie chiropratique, oh, c'est juste pour ma pratique. Non, c'est une philosophie qu'on peut absorber, qui nous dirige dans toute la vie et aussi, bien sûr, en pratique. Mm. Donc, c'est pour moi l'essentiel ou la partie la plus importante des 3 composants de la chiropratie, qui sont la philosophie, la science et l'art. Mm. Sans la philosophie, la chiropratie est complètement perdue. C'est un navire à la dérive.
en pratique, l'être, le chiropracteur qui n'a pas de philosophie, est ce que j'appelle, entre guillemets, un singe qui danse pour répondre à les demandes de tout le monde. Oh, fais ça, fais ça, fais ça, tu peux me soigner là, tu peux me regarder ça, tu peux... Il n'y a aucune direction. Mais quelqu'un qui est ancré profondément dans la philosophie, c'est une personne centrée, solide, avec une confiance en soi-même profonde, qui sait exactement ce que je fais et ce que je ne fais pas. Mm. J'ai écouté quelques interviews que tu m'avais envoyées et j'ai vu des chiropracteurs qui sont passionnés, qui sont intéressants, mais je vois bien aussi qu'ils sont perdus. Mm. Bien que ce soit des gens qui ont du succès, qui ont été reconnus en Europe, quand j'écoute l'interview, je me rends compte, cette personne, elle est à la dérive, elle est perdue, elle ne s'en rend pas compte. C'est pas vraiment la physiothérapie, c'est pas vraiment la chiropractie, c'est pas vraiment l'ostéopathie, c'est pas vraiment la nutrition, c'est un peu de tout. Bien que la personne soit intéressante et passionnée, moi je dis toujours, la chiropractie, ça n'a rien à voir avec une thérapie. Mm. Il y a des milliers de thérapies, il y a des centaines de thérapies qui sont disponibles. Pourquoi en ajuster, en additionner une autre? Ouais. Ce qui sépare la chiropractie, c'est que ce n'est pas une thérapie. C'est quelque chose, c'est un service qu'on peut donner à tout le monde, quelles que soient leurs conditions, qu'ils aient des symptômes ou pas de symptômes, qu'ils soient jeunes ou vieux. C'est un service que tout le monde peut recevoir. Et quand on est branché sur ne pas être à chasser les symptômes, à essayer d'éradiquer les symptômes, on est vraiment centré sur libérer l'énergie vitale dans le corps, ouvrir le canot entre le cerveau et le corps, entre le cerveau et les cellules, juste pour laisser l'énergie vitale passer d'une manière plus fluide dans le corps. C'est un service profond, extrêmement simple, mais quand on approche la chiropractie de cette manière ancrée, solide et profonde, tout le monde sont des clients potentiels. Mm. Tandis que dès qu'on fait la thérapie, c'est tout d'un coup une petite tranche de la population, au lieu de toute la population et potentiellement des clients pour nous. Parce que notre service est un bénéfice pour le corps, est un bénéfice pour la physiologie humaine et un bénéfice pour l'être humain. Et Mais quand on est Arnaud, ancré dans ça, c'est très facile. effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Simplement, des fois, il est difficile de. Enfin, il y a plein de techniques, Kiro. Il y a des techniques, enfin, par exemple les KSOT, enfin, qui vont nécessiter de. Je ne sais pas à quel point c'est la technique qui fait ça, mais qui va nécessiter de parler au patient du symptôme et de. Bon, tu as ça, je vais pouvoir te donner un médicament, ou pas un médicament, mais par exemple un supplément. Je vais pouvoir te donner un exercice. Pour toi, comment tu vois ça? Yeah, ben, la réponse à ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'approches qui ne sont pas des techniques, parce que Ouais, pour moi, la chiropractie, c'est pas la philosophie, la science et la technique, c'est la philosophie, la science et l'art. ouais. C'est une grosse différence entre l'art et la technique. Il y a beaucoup d'approches à l'ajustement, d'approches pour ouvrir le canal, le conduit entre le cerveau et le corps, qui n'ont rien à voir avec les symptômes. Network, par exemple, n'a rien à voir avec les symptômes. Jay Holder, je ne me souviens pas le nom de la technique qu'il emploie, mais ça n'a rien à voir avec les symptômes. Upper cervical, ça n'a rien à voir avec les symptômes. Mm. Pierce Wagon, ça n'a rien à voir avec les symptômes. Full spine, ça n'a rien à voir avec les symptômes. Donc, yeah, il y a quelques techniques qui sont branchées sur ça pour vendre des suppléments. Euh, et c'est une forme de médecine. Mm. Ça a transitionné dans une forme de médecine. Et moi, je reviens toujours à la même chose, c'est que quand j'étais au Sherman, il y a eu des pionniers de la chiropractie qui sont venus nous parler à l'Assemblée des étudiants et
c'est des pionniers qui ont été emprisonnés. Il y a 3300 chiropracteurs dans les années 1900 qui ont été emprisonnés pour pratiquer la chiropratie. Je te garantis qu'aucun de ces chiropracteurs ont été en prison d'une manière volontaire parce qu'ils avaient un choix, parce qu'ils avaient un traitement naturel pour les symptômes. Il n'y a pas un chiropracteur qui aura un sens commun, common sense qu'on appelle, qui dira, ah ouais, ben, moi j'ai un traitement naturel pour le mal du dos, j'ai un traitement naturel pour la migraine, je suis d'accord d'aller en prison. Non, ils avaient une connexion avec un principe de la vie beaucoup plus profond, et c'est pour ça qu'ils ont été en prison, Hmm. d'une manière volontaire, parce qu'ils avaient le choix devant le juge de dire oui, je pratique la médecine, ou non, je ne pratique pas la médecine, je pratique la chiropratie. Si tu dis que tu pratiques la chiropratie, on te met en tôle. Et ça, pour moi, ça a été un tournant énorme quand j'ai écouté ces pionniers qui avaient passé des années en prison nous parler de la raison pour laquelle ils ont été en prison. Ils étaient très connectés avec B.J. Palmer, la vision des Palmer, et Palmer réitère continuellement à travers les écrits dans les livres verts que la chiropratie, ce n'est pas la médecine, que la chiropratie, ce n'est pas une thérapie. Euh, so, Et souvent, justement, je te pose cette question parce que souvent, ces chiropracteurs, parce que j'ai souvent cette discussion, justement, ils disent, mais finalement, on ne cherche pas vraiment d'enlever les symptômes, mais de faciliter le corps, mais en passant par exemple, il faut faire cet exercice ou alors il va falloir donner ce supplément parce que tu as le foie qui fonctionne pas. Enfin, je dis une bêtise, mais souvent, c'est l'exemple qu'ils me disent. yeah, yeah, je comprends. Je comprends. Et dans l'écoute du public, ils n'entendent qu'ils me traitent les symptômes. C'est ça. Et pour moi, entre rendre le service que j'ai décrit, qui est un service simple, précis, de libérer l'énergie vitale, la force vitale dans le corps, de faire ça, c'est plus important que je puisse rendre ce service au plus de nombre de gens possible que de passer mon temps à expliquer des exercices. S'ils Mm. veulent faire des exercices, qu'ils aillent voir une personne qui fait ça, je sais pas comment on dit en Quelqu'un d'autre, français, notre thérapeute. exercice, exercise thérapeute ou un nutritionniste. C'est pas mon boulot de faire ça. Ouais. J'ai un service beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Euh, c'est Ouais. une approche différente, une vision différente, mais c'est une vision qui respecte la vision des Palmer, qui respecte la philosophie chiropractique. Hmm. Je vois, c'est intéressant ce que tu dis. Et, effectivement, moi, ça m'est arrivé de, pas d'essayer, mais de faire, par exemple, de faire des tests. Et je me rends compte que très rapidement, en fait, les patients, ils associent ce que tu es en train de faire, tester des muscles ou à de la symptomatologie, en fait. Et je me rends Exactement. compte que la discussion avec les patients, elle est complètement différente que quand je me concentre sur la colonne vertébrale et ajuster les subluxations. Et ça, enfin, je le ressens, tu vois. Donc, mais merci. Exactement. Et très vite, tu as probablement vu que quand tu te perds, quand tu dévies un petit peu dans cette direction, que tout d'un coup, les gens t'entraînent et ils te conduisent par le nez Ouais, presque. ouais. Et tout d'un coup, tu es perdu, tu es déstabilisé, tu es décentré, tu deviens ce que j'appelle un singe qui danse. Hmm, ouais. Arnaud, toi, tu t'es, je vais pas dire spécialisé, je vais dire t'es chiropracteur, mais tu as juste les subluxations. T'as enfin, j'aime beaucoup la définition que tu as de la subluxation. Tu peux nous en parler un peu plus Actuellement, j'ajuste pas la subluxation. Oui, J'ouvre oui. j'ouvre le conduit. Parce que dès qu'on ajuste la subluxation, on est contre quelque chose. Et je ne suis pas contre quelque chose, je suis pour quelque chose. Ouais.
Et il y a une très grosse différence. J'ai beaucoup étudié, tu sais, Martin Luther King, Gandhi, Churchill. Il y a une très grosse différence d'être contre les nazis que pour la libération de l'Europe, Ouais. contre le racisme et d'être pour la justice humaine. Mm. Et c'est pour ça que moi, quand je me suis rendu compte que mon éducation était un peu... il y a eu un tournant dans l'histoire de la chiropractie, où tout d'un coup, la subluxation est devenue quelque chose qui était mal. C'était presque une maladie que la chiropractie traitait. Il y avait Mm. des phases de dégénération de la subluxation. Et quand j'ai vu ce tournant, je me suis dit, oh, oh, c'est de motiver les gens par la peur de ce Ouais. qui se passe en eux, c'est de motiver les gens en ayant créé cette condition qui s'appelle subluxation dégénération, la dégénération de la subluxation, et c'est nous qui traitons ce problème. Ouais. Et j'ai décidé de prendre une direction complètement différente, d'ouvrir, de focaliser sur le potentiel qui était disponible dans le corps pour ouvrir ce conduit entre le cerveau et le corps, Mm. pour faciliter la fluidité de l'énergie vitale. Et c'est une conversation différente à avoir. Mais je me suis rendu compte que dès que j'ai changé de ne pas approcher les gens par la peur de la subluxation pour être contre la subluxation, dès que j'ai fait ce changement et que j'ai réussi à avoir une conversation, un discours, un rapport différent avec les gens, il y a tout d'un coup une ouverture. Les gens, il n'y avait plus de résistance. Non, je veux ça. Oh, j'ai un potentiel extraordinaire en moi. Ouais. Yeah, j'étais pas conscient de ça. Waouh, il y a une intelligence innée du corps qui est extraordinaire, au-delà de la compréhension de l'intellect, qui est vraiment la magie du corps, qui est vraiment le mystère du corps. Et ça, on peut libérer l'expression de cette intelligence innée pour me permettre un meilleur bien-être, meilleur état d'être. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la guérison? On n'en sait rien. Et pour te dire ce qui est vrai dans la vie, c'est que même la médecine ne sait pas ce qui va se passer dans le corps. Mm. Il donne un médicament à quelqu'un, ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher. Sur un autre, il va y avoir une réaction horrible. Sur un autre, ça va éliminer le symptôme. So, on ne se rend pas compte en chiro que il y a beaucoup de chiros qui disent, ah, tu sais, parfois les gens, je comprends ce que tu dis, j'ouvre le conduit entre le corps et les cellules, je libère l'énergie vitale, mais il n'y a pas toujours les résultats symptomatiques que je voudrais. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en médecine, la plupart des médecins ont, n'ont pas de résultats. Ils ont des résultats horribles. Ça va de pire en pire. Ah, ben ça marchait pas, on va faire une opération. Oh, il y a eu une infection. Ah, ben on va faire ça, on va donner ce médicament. Ça doit être une vie déprimante pour les médecins. Mais nous, en chiropractie, yeah, il y a peut-être un pourcentage de gens où, effectivement, à cause de leur condition de détérioration profonde ou leur âge, euh, on ne voit pas de, de changement dans la symptomatique. Mais la plupart des gens, il y a une transformation profonde qui se passe. Mm. Donc, si on prend 100 clients, il y en aura peut-être 10 ou 15 qui n'auront pas de changement symptomatique, mais ils auront d'autres changements, transformations profondes. Et le reste, c'est presque le miracle pour eux. Donc, il faut se focaliser sur ça, sur le positif de ce qu'on voit. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis de dévier du fait de traiter une subluxation, une nouvelle pathologie. Ce que j'explique souvent, c'est ce qui est sûr, si tu commences à te faire ajuster, c'est qu'il va se passer des choses bonnes dans ta vie. Si tu arrêtes, on ne sait pas non plus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on va commencer à prendre soin de ton canal, enfin de ton corps et faire en sorte que ton corps s'exprime mieux, il va y avoir des changements positifs dans ta vie. Et
Et c'est pas une nécessité, mais ce qui est sûr, c'est que la même chose que quand tu vas faire du sport de façon régulière, il va y avoir un changement positif et tu vas être meilleur en sport. Et là, Kiro, ben, Exactement. vu qu'on fait en sorte de faciliter la santé dans ton corps, il va y avoir forcément un changement positif. On ne sait pas où, mais il y a de fortes chances que ça change bien ta vie, quoi. Yeah. Quand tu vois des gens qui te disent, j'étais vraiment coincé dans ma vie, Hmm. j'ai commencé l'ajustement chiropractique ou les soins chiropractiques. Et puis tout d'un coup, il y a eu un changement énorme. J'ai pris des décisions que je n'avais pas le courage de prendre. Je me suis séparé dans mon mariage ou au contraire, mon mariage s'est solidifié de plus en plus. J'ai eu des gens, et ça, tous les chiropracteurs ont eu ça, qui disent, j'ai commencé à me faire ajuster d'une manière régulière et la violence que j'avais vis-à-vis de mes enfants a disparu. Incroyable. Ouais. Des gens qui disent, j'ai arrêté de fumer spontanément. D'autres qui disent, j'ai commencé à méditer d'une manière spontanée. Donc, il y a beaucoup de changements. C'est très différent de permettre à des gens d'avoir une transformation intérieure qui vienne d'eux-mêmes plutôt que de leur dire, il faut méditer, il faut faire ça, qui, de nouveau, outside in, de Ouais. l'extérieur vers l'intérieur. L'Akiro, c'est une philosophie de vie où on se connecte avec l'être profond à l'intérieur de nous-mêmes et on a des changements qui viennent de l'intérieur. Néanmoins, je crois que ce genre de pratique, c'est important de partager notre savoir, ce qu'on appelle le knowledge, de la philosophie chiropractique, de la compréhension de ce qu'est la santé, de ce qu'est la guérison, le langage du corps, langage de la symptomatologie. Quand on donne ce genre de conférence dans le cabinet chiropractique, on peut dire, ah ben ça c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Au contraire, c'est d'éliminer le voile, le rideau qui était tombé à cause de l'éducation que les gens ont reçue dans les écoles, à travers la médecine, à travers les médias. Et quand on lève ce rideau, quand on enlève ce voile à travers des conférences chiropractiques, des gens reprennent contact avec quelque chose qu'ils ont toujours su en eux, qui est un savoir inné qui appartient à tout être humain. Et Hmm. ça, c'est la grosse transformation. Quand le chiropracteur a le désir et l'amour de donner des conférences chiropractiques pour partager la philosophie, pour partager la connaissance qu'on a, c'est un don pour leurs clients énorme et qui crée une transformation. Et je te garantis que les chiros qui font ça d'une manière régulière, et je ne parle pas d'une présentation pour vendre la chiropractie ou pour juste expliquer la chiropractie. Je parle de conférences où on adresse d'une manière profonde des blocs de compréhension, des blocs de philosophie, et qu'on partage ça avec le public. La réponse, après quelques temps, c'est ah, Léo, vraiment heureux de venir à tes conférences, mais tu ne m'as rien appris. Tu m'as seulement permis de révéler en moi ce que j'ai toujours su, mais qui avait été oblitéré par une éducation extérieure. Et ça, c'est pour le don que tu leur donnes, c'est les gens, ils te disent, waouh, Léo, tu m'as transformé la vie. À cause d'être de nouveau en contact avec ce que j'ai toujours su en moi, mais qui était caché, j'ai pris des décisions différentes vis-à-vis de ma santé, la guérison, la maladie, les symptômes, les choix dans la vie, la manière dont j'élève mes enfants, la vaccination, euh, la naissance, la mort. C'est incroyable, incroyable la transformation. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, toi, tu as expérimenté la philosophie de l'Akiro de l'intérieur, en fait. C'est pas quelque chose que tu as lu et tu t'es dit, c'est bien, on va enseigner ça. Mais plus, et ça, tu peux nous en parler peut-être, mais qu'est-ce qui t'a fait comprendre plus profondément euh, cette vie qui s'exprime à travers nous et que le canal vital, quand on le libère, il y a un potentiel énorme qui s'exprime.
Il y a eu pas mal de tournants. Le premier tournant, ça a été que j'avais fait des années de médecine. J'avais passé un an dans un hôpital à travailler dans un service d'oncologie, le cancer. Et quand j'ai eu rencontré Jean Bellaval et que j'ai eu cette interaction profonde avec lui durant la première visite, ça a été une révélation. Oh là là, au lieu de se focaliser sur ce qui va mal dans le corps, on va se focaliser sur ce qui est bien, le potentiel qui est disponible. C'était un tournant énorme dans ma vie, ça a été une étincelle dans mon esprit et j'ai décidé, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est mon appel, c'est ma direction, c'est ma raison d'être. Bien sûr, il a partagé d'une manière très fluide sa compréhension de la chiropractie. Et après, j'ai été au Sherman, j'ai été exposé à la philosophie chiropractique, à des chiropracteurs extraordinaires qui travaillaient avec B.J. Palmer, qui avaient des pratiques à Spartanburg, en Caroline du Sud, qui étaient vraiment la validation de tout ce qu'on apprenait à l'école parce qu'on le voyait se faire d'une manière réelle dans leur pratique. Des chiros qui ne traitaient pas les symptômes, mais qui étaient focalisés à ouvrir le conduit, le pipeline entre le cerveau et le corps. Et d'ailleurs, je pourrais aller au-delà de ça, entre l'énergie vitale qui rentre dans l'être humain et qui est conduit, qui passe à travers tout le système nerveux. Après, j'ai eu aussi l'expérience de, quand j'étais en Caroline du Sud, de faire une expérimentation avec les champignons qu'on appelle les champignons magiques. Qui ont d'ailleurs, beaucoup de gens diraient, ah, ben, c'est pas de la chiro de prendre des drogues et tout ça. C'est pas des drogues, c'est des plantes. C'est des plantes qui ont été utilisées à travers l'histoire de l'humanité par les sages, par les gens qui font les chamans, ce qu'on appelle les chamans, par les medicine men des Indiens américains, et qui donnent accès à une réalité qui n'est pas accessible dans l'état normal. Et Einstein a dit 90% de la réalité ne peut pas être perçue par l'être humain. Mais quand on rentre à l'aide de ces plantes qui sont psychogéniques, on entre dans une réalité différente. Et dans cette réalité différente, j'ai reconnu, j'ai vu que tout est fait de la même chose. Et on sait ça en physique, on dit tout est fait d'atomes et de molécules. Mais on a cette expérience de se rendre compte que tout est fait de la même chose et que tout est complet. Ça, c'était une des premières choses que j'ai rencontrées, c'était l'expérience de voir cette réalité où tout ce que je regardais était composé de la même substance. La deuxième chose, c'est de voir l'énergie vitale qui pulse dans toutes les plantes, dans les animaux, dans le corps humain. Et dans l'être humain, c'était la colonne vertébrale, et de la colonne vertébrale, ce réseau nerveux où l'énergie vitale tombait à travers le corps, dans la colonne vertébrale, et sortait dans le corps. Et pour moi, ça a été une validation énorme de ce qu'on étudie en chiropractie. La troisième chose que j'ai eue, c'est j'ai décidé d'utiliser mon corps comme un laboratoire. J'ai décidé, dès que j'aurai un symptôme, que ce soit une infection des sinus, que ce soit un rhume, que ce soit une grippe, que ce soit une infection quelque part, je vais me distancer de mon corps mentalement et regarder ce qui se passe. Et en faisant ça, j'ai commencé à comprendre les étapes de la physiologie, le processus de la guérison. Et j'ai reconnu et j'ai découvert une réalité que l'intelligence innée du corps actuellement fait les choses pour une raison. Il y a une fièvre pour une raison.
Il y a une toux pour une raison. Hmm. Mais la plupart de la population a été endoctrinée. Oh, dès que j'ai la fièvre, il faut que je supprime. Dès que j'ai la toux, il faut que je supprime. Oh, j'ai une infection des sinus. Oh, il faut que je prenne un antibiotique. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance de faire face à de nombreux événements dans ma vie au niveau de la maladie, des symptômes, parfois à la suite d'un accident, où j'ai regardé mon corps se guérir. Hmm. Et de partager ça avec le public, ça a été très puissant parce que ça leur donnait une confiance énorme dans l'intelligence innée. Et surtout, quand j'ai eu un accident de moto qui était relativement sérieux et qui m'avait complètement ouvert le bras, du bras jusqu'à l'épaule, c'était complètement ouvert et la peau, tout était retiré jusqu'aux muscles. Et ils m'ont vu pendant une période de 3 mois mon corps guérir ça quand il venait se faire ajuster. Et ça a été un témoignage pour extraordinaire parce que les gens disaient, oh, il faut que tu aies une greffe de la peau, il faut que tu prennes des antibiotiques, il faut que tu aies un, une injection Le tétanos. contre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Le tétanos, euh, tu veux dire? yeah, tétanos et tout ça. Et j'ai rien fait, j'ai même pas nettoyé la plaie. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est absolument remarquable, c'est incroyable. Ça me fait rire ce que tu dis parce que je l'ai découvert, cette histoire, dans ton livre où il y a tous les détails. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de lire ce livre parce que vraiment, moi, il m'a vraiment touché. Mais il y a tous les détails dans le livre et ça paraît fou de le voir de cette façon et la confiance que tu as finalement, que tu as eue en ton corps. Et ben, dans ton livre, c'est ce qu'on voit, que tu as vraiment fait le laboratoire vivant. T'es pas allé à moitié en te disant, ben, je vais attendre 2 ou 3 jours et après, je vais laver la plaie, quoi. Et en fait, c'est ça que que je trouve impressionnant, c'est que tu l'as fait dans un monde où la majorité des gens n'auraient pas fait, même pas un centième, quoi. Tu sais ce que ça m'a été beaucoup passé par des histoires que Reggie Gould partageait ou quand dans les livres verts de l'Akiro. Euh, une vache qui passe à travers le barbelé, on appelle ça en français, Ouais, ouais, pour atteindre l'herbe de l'autre côté et qui est tout écorché par le barbelé et tout ça, elle va pas chez le vétérinaire. Si elle peut atteindre son truc, elle le lèche et ça se guérit. ouais, You know, un chien qui est malade, il boit de l'eau boueuse dans une flaque d'eau parce qu'il sait que l'argile, ça guérit le corps et que ça absorbe les toxines. Donc, ils ont un sens inné de comment prendre soin d'eux-mêmes. ouais, Et ça m'a beaucoup influencé. De pourquoi pas. J'avais lu, par exemple, aussi que les Indiens d'Amérique, parfois dans une bataille avec un ours, avaient l'épaule arrachée ou le bras avait été retiré, amputé par l'ours. Et ils faisaient 15 kilomètres pour rentrer dans leur camp et ça se soignait de soi-même. On oublie tout ça. C'est dingue parce que toi, c'est ton histoire avec le bras, et vous le verrez dans le livre, mais c'est un peu la même chose parce que tu es rentré chez toi et ça a guéri tout seul. Mais tu C'était sais pas aussi, l'ours. Léo, l'autre truc qui me suis venu très rapidement, c'est dans les camps de concentration, Hmm. les gens étaient mal nourris, sur stress énorme, des membres de sa famille ont été assassinés, ils avaient des maladies, et il y en a beaucoup qui sont passés à travers tout ça et qui ont guéri. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui ont survécu les camps de concentration, beaucoup ont une vie très longue, une longévité dans la vie. Il y a quelque chose de souvenir de ça. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de médicaments. Et aussi, ce que j'ai lu à travers tous les bouquins que j'ai lus, c'est que quand
la médecine est tombée en grève, quand les docteurs sont tombés en grève, ce qui s'est passé dans quelques endroits, dans le Massachusetts, en Californie, en Israël, le taux de mortalité a été descendu. Parce que les gens maintenant n'avaient plus l'occasion d'aller voir le médecin, n'avaient plus l'occasion d'aller à l'hôpital, et donc ils devaient dépendre d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui se révèle dans ça. Et reprendre son pouvoir, en fait. Reprendre son Donc, reprendre pouvoir. leur pouvoir au lieu de le donner à quelqu'un d'autre en disant, tiens, ça, Exactement. c'est mon problème, il faut que tu me soignes. Alors que, comme tu dis, la vache, elle ne donne le problème à personne, elle le prend, quoi. Yeah. Et je veux pas être là, Léo, à dire que je suis un extrémiste. Ouais. Si tu te fais une balle dans le bras, qui t'ouvre un trou comme ça dans le dos, yeah, tu restes pas chez toi, on dit je vais pas aller à l'hôpital. Il y a il y a une raison pour laquelle la médecine existe, il y a une raison pour laquelle l'urgence existe, mais la manière dont c'est abusé par le public pour aller pour un rien, aller tout d'un coup, dès qu'il y a un petit symptôme, dès qu'il y a un petit quelque chose, d'amener leurs enfants à un médecin, à l'hôpital, c'est incroyable. C'est un lavage de cerveau qui s'est fait dans la population. Ouais, merci de le rappeler ça. Et toi, quand tu as pris ces décisions, tu les as pris en connaissance de cause, en réfléchissant à ce que ton corps voulait, en fait, et à ce que ton innate voulait faire, en fait. Et c'était pas juste, je suis endoctriné dans le fait de ne jamais aller chez un médecin. Et d'ailleurs, enfin, Exactement. il me semble que tu as déjà eu. Enfin bon. Mais Yeah, voilà. yeah, j'ai eu des chirurgies. Ouais, J'ai eu des chirurgies. J'ai eu j'ai été très jeune, de l'âge de 8 à 9 ans, je me souviens avoir des problèmes de sciatique ouais. déjà, qui venaient, qui passaient, qui venaient, qui passaient. Et puis j'ai eu un mal chronique du dos pendant toute ma vie chiropractique. Je souffrais du dos énormément. Éventuellement, j'ai eu une partie d'un disque intervertébral qui était cassé, séparé, qui est tombé dans le canal rachidien. J'avais une balle dans la colonne vertébrale, dans le canal rachidien. Bon, ben, je me suis fait opérer euh, et ça s'est amélioré, mais j'ai eu des séquences, j'ai eu une deuxième chirurgie et bon, ça a enlevé pas mal de symptomatologie, pas tout, mais je pouvais plus fonctionner, je pouvais plus marcher. J'ai passé, en essayant de me guérir moi-même, j'ai passé presque une année sur le sol, sur la glace, euh, en souffrant vraiment profondément. Je me souviens avoir donné des conférences où je voyageais en chaise roulante. Donc, il y a un moment où tu as besoin d'utiliser la chirurgie. Il y a une raison d'être. Il ne faut pas être dogmatique Ouais, c'est et ça. fanatique. C'est ça. Hmm. Il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder. Cette réunion, enfin, cette réunion, cette interview, ça fait un petit moment que je la prépare parce que c'est peut-être une des plus importantes que j'ai faites. Et donc, j'ai noté plein de questions et j'ai demandé à OK, des amis, j'ai demandé à Ishra forcément de me dire, ah, il faudrait poser quoi comme question à Arnaud? J'ai demandé à Iris aussi et ils m'ont envoyé plein de questions. Du coup, c'est sans fin. Mais bon. vas-y, vas-y. Euh, Arnaud, par rapport à la philosophie de la chiro, c'est aussi la philosophie de la vie, mais aussi la philosophie de la mort. Comment tu vois ces deux passages, la naissance et la mort, comme quelque chose qu'on peut faciliter en tant que chiropracteur? OK. So, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je vis maintenant, entre guillemets, dans ce qu'on appelle la retraite, que pour moi, Mm. ça n'existe pas, la retraite, hein. La retraite, c'est un mot, wow, non, il faut être constamment engagé dans la vie à 100%. Ouais. Mais néanmoins, je reconnais que dans le cycle de la vie, quand on est un bébé, on a besoin d'assistance de la mère, d'une nurse, d'une nourrice qu'on appelle, et ainsi de suite. Quand on devient très très vieux, dans les années 80, entre 90 et 100 ans, on a besoin de la même chose.
Oh, on avait des couches. Quand on devient très vieux, souvent on a des couches. Mhm. Oh, on bavait. Quand on devient très vieux, on bave de nouveau. Donc je vois qu'il y a un cycle dans la vie. Il y a un cycle dans la vie. La naissance, la mort. Comme j'ai vu et que j'ai participé à des naissances et assisté des gens à mourir, je vois que c'est la même énergie. L'une, c'est la naissance, la joie, le nouveau-né, on est heureux, on célèbre, tout ça. Ah, quelqu'un est passé à travers la mort, cette transition, il y a une douleur émotionnelle de la perte de cet être. Mais l'énergie dans ces deux processus, qui sont des processus naturels de la vie, c'est identique. Donc ça déjà, je vois la réalité de la vie, la beauté de la vie, la beauté du cycle de la vie, et que j'avais pas peur d'être né. Pourquoi avoir peur de mourir? Y avait-il une vie avant ma naissance? Il y a des gens qui disent oui, je suis en contact avec des vies passées. On peut le croire ou ne pas le croire. Mais néanmoins, est-ce que je souffrais avant d'être né? C'est la même chose. Est-ce que je vais souffrir après être mort? Non, je faisais partie de l'intelligence universelle. J'étais peut-être juste une molécule ou un atome, qui sait? J'étais peut-être une énergie qui attendait d'être incarnée, qui sait? Et je vois la même chose. Donc, d'avoir participé et assisté des gens dans les deux processus, ça m'a beaucoup donné un état paisible vis-à-vis de ce qui va venir éventuellement. So, tout ça, pour moi, c'est la philosophie chiropratique, c'est la compréhension des lois de la vie, des lois de l'impermanence, des cycles de la vie. Et cette compréhension, elle devient profonde de voir qu'un arbre qui est mort, parfois il reste debout, c'est très beau. Parfois il est tombé au sol et il va se décomposer. Il y a de la mousse qui pousse dessus, c'est très beau. Donc d'observer la nature et de comprendre les cycles de la vie, les lois de la vie, c'est très, je crois que c'est très important. Ouais. Moi, ça m'a vraiment ouvert le cœur, les histoires que tu racontes par rapport justement à ces, et tu appelles ça des transitions, quand les personnes elles décèdent finalement. Et ça m'a vraiment ouvert le cœur, la façon et la poésie que tu as mis en fait à parler de cette période que finalement j'avais jamais lue. Personne ne parle de cette période. Et ouais, je trouve ça incroyable, quoi, cette façon dont tu vois le processus. Yes, la mort, c'est quelque chose dont personne ne veut parler. Mais j'ai donné des conférences dans mon cabinet pendant cette période de ma vie où on m'a demandé, en tant que chiropracteur, parce que j'étais un être qu'ils respectaient dans leur vie, qui était important dans leur vie, de venir assister des membres de leur famille qui étaient dans le processus de la mort. Et donc, je me suis dit, ben, puisque je suis exposé à ça, c'est l'expérience que j'ai, je vais donner des conférences sur ça. Et les gens étaient fascinés. Les gens ont vraiment aimé. C'était pas, oh là là, je suis venu à une conférence, ils me parlent de la mort. Quand la chiropratie, c'est une philosophie de la vie. Mais la mort, ça fait partie de la vie. So, euh, Mm. yeah, c'était une phase profonde dans mon cabinet. Wow. Euh, Partir sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, je voulais faire en sorte que cette interview soit comment devenir finalement le meilleur chiropracteur. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ce qui se passait dans ton centre chiropratique? Comment c'était organisé pour que ça puisse soutenir au mieux tes ajustements? So, j'avais créé un environnement que j'appelle le café de la vie. Ouais. Je me suis dit, d'une manière métaphorique, la chiro et la pratique chiropratique, c'est le café de la vie.
Donc, j'étais la personne qui serre la vie, qui relâche la vie dans le corps. J'étais la personne qui donne la compréhension et la connaissance des lois de la vie, des lois du corps. Donc, tout est sur la vie. Et j'avais créé un environnement où dès que tu rentrais dans le cabinet, les gens rentraient, oh là là, ça n'a rien à voir avec un docteur. Mais c'était professionnel, c'était beau, le décor fantastique, de l'art qui était pas juste, oh, c'est un beau tableau. Non, tous les tableaux que j'avais dans le cabinet, toutes les pièces d'art que j'avais dans le cabinet, c'était quelque chose où je pouvais m'approcher et en parler d'une manière philosophique. Parce qu'on dit souvent, une image, ça parle plus que les mots. Donc parfois les gens regardaient quelque chose, ils disaient, oh ça c'est beau. Ah oui, ça c'est le triangle de la vie. C'est quelque chose qui fait partie de toutes les philosophies, de toutes les religions, de toutes les spiritualités. C'est la connexion entre l'intelligence, la matière et la force. Ah, ils absorbaient ça. Euh, donc, le cabinet était dessiné comme ça. Et puis, j'avais aussi une musique d'ambiance qui n'était pas la radio, mais une musique d'ambiance super chouette qui me touchait le cœur, qui m'ouvrait le cœur. Et donc, quand il rentrait dans le cabinet pour la première fois, c'était waouh, ça c'est quelque chose de complètement différent, mais je me sens bien. Il y a une énergie super. Et j'avais aussi arrangé de voir mes nouveaux clients à la fin de mes heures d'ajustement ou avant mes heures d'ajustement. S'ils venaient à la fin de mes heures d'ajustement, au téléphone, on disait, vous allez arriver euh, et il y aura beaucoup de monde, mais ne soyez pas concernés par ça. Il va s'occuper de ces gens-là et quand vous aurez rempli ce formulaire de compréhension, ces petites questions qu'on a à vous poser, il sera prêt à vous voir. Et s'ils venaient avant mes heures, on leur disait, vous allez rentrer dans un restaurant qui est vide, mais quand vous allez sortir de la consultation, le premier ajustement avec Arnaud, sans leur prévenir, ils en sortent et tout d'un coup, la salle d'attente est pleine. Et donc, il y avait un effet énorme pour les gens. Les gens qui ne sont jamais rentrés sur la chiro, qui ne connaissent pas la chiro, ils rentrent dans le Café of Life. Waouh, incroyable! Quelle énergie il y a, quel monde il y a des enfants qui bougent, il y a des bébés qui sur le sol, les gens sortent, rentrent, sortent, rentrent, sortent, rentrent, sortent, ils voient plein de monde, et maintenant c'est mon tour. Donc il y avait un effet très profond psychologique. Le revers, c'était aussi vrai, c'est qu'ils venaient, il n'y avait personne, j'étais complètement disponible. Quand j'avais fini cette première visite avec eux, ils sortaient, la salle d'attente était pleine, les gens parlaient, il y avait de l'énergie, il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait des bébés. Euh, donc, si tu veux, un impact incroyable sur eux. Donc, j'avais arrangé d'une manière esthétique, acoustique, visuelle, un centre qui reflétait l'essence de la philosophie chiropractique, plutôt que d'avoir un environnement qui était presque médical, où du jour au lendemain, on aurait changé l'enseigne qui disait gynécologiste, chiropracteur, médecin général. On aurait pu changer du jour au lendemain parce que l'environnement était ce qu'on appelle fonctionnel et Ouais, pas je vois. très chaleureux. Hein. Toi, tu avais plusieurs tables enfin, c'était un open space, tu avais plusieurs Mhm. salles. Sur le premier cabinet à Yardley, j'avais un, deux, trois, quatre salles. Ouais, J'étais dans un bâtiment historique où je n'avais pas le droit de démolir. ouais, Mais il y avait des portes très larges. Pour quelques raisons, ce n'étaient pas des portes comme typiques d'une maison. Elles étaient très larges. Donc, je gardais les portes ouvertes et j'allais d'une salle d'ajustement à l'autre, à celle de derrière. Et après, il y avait une grande salle qui, au début, j'avais transformée comme
comment on appelle ça? J'avais transformé comme un Salle de truc pour les enfants, Ah oui, salle de jeu ou... mais dès que je suis venu très occupé, j'ai transformé ça comme une grande salle d'ajustement avec 3 tables. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables. Et je faisais le cirque constamment parce que euh, ma CA, mon chiropractic advocate, disait allez vous asseoir sur la table numéro 1, la table numéro 2, la table numéro 3, ainsi de suite. La famille venait dans la salle où il y a 3 tables. Et donc, les tables étaient remplies à tout moment. Et je fais juste le tour d'une manière régulière entre toutes les salles. Et la seule salle que je n'utilisais pas, c'était celle tout au fond, où si quelqu'un venait et était vraiment en douleur grave, se déplaçant lentement et tout ça, mon assistante les amenait dans la salle au fond pour que je ne perde pas de temps à ambuler avec eux, Hmm. que je puisse les voir. Et elle me disait, il y a quelqu'un dans la dernière salle. So, j'avais organisé ça comme ça. Enfin, parce que tu m'as dit, tu étais en salle complètement ouverte sur ton deuxième cabinet, c'est ça? Après. Ben, et même le premier cabinet, comme les portes étaient Ouais. énormes et étaient ouvertes, la conversation qui se passait dans la salle d'attente, je pouvais l'entendre Ouais. pendant que j'ajustais. Et si quelqu'un me posait une question ou je répondais à une question, tout le monde pouvait l'entendre. Donc, je pouvais éduquer tout le monde au même moment et aussi savoir s'il y a quelque chose qui se passe dans la salle d'attente où tout d'un coup, je me disais, non, il faut que j'adresse ça. Et donc, au lieu de faire 1, 2, 3, le tour comme ça, tout d'un coup, j'allais directement dans la salle, je donnais une impulsion mentale de ce que j'avais perçu dans la dans la salle d'attente pour clarifier la discussion. Ah, et je reprenais l'ajustement. D'accord. Et mais ce qu'on se disait avec Romain et Mika, c'est que des fois, en salle fermée, il peut y avoir une énergie vraiment différente que dans une salle ouverte. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je trouve que d'abord, si tu fermes la porte, ça devient plus personnel et aussi tu peux être coincé Hmm. où les gens virtuellement te bloquent. Tandis que quand c'est ouvert, tu peux prendre soin d'eux, avoir cette interaction qui est courte et précise et focalisée avec eux et aller à la prochaine personne. Mais ça, je dois dire que de pratiquer dans cette manière-là, c'est très facilité par les conférences que je donnais toutes les 2 semaines, où il y avait un rapport profond avec ma clientèle. Il me voyait comme être humain, il voyait ma passion, il voyait combien j'étais dédié à cette vocation, la chiropractie, combien je donnais de moi-même à travers les connaissances philosophiques et les connaissances de la compréhension du corps, de la guérison, de la santé, du bien-être, de la maladie, de la naissance, de la mort. Et donc, il y avait ce rapport avec eux. Et quand ils venaient se faire ajuster ou se faire vérifier le système nerveux colonne vertébrale et ajuster si nécessaire, euh, il n'y avait pas beaucoup de discussions à avoir, Ouais. mais j'avais un rapport connecté avec eux et je pouvais être très présent avec eux. Ouais. Quand tu dis ajuster si nécessaire, ça arrivait enfin, ça arrivait que tu n'ajustais pas les personnes? Yeah, souvent, Souvent? souvent ou parfois très peu. Hmm. Yeah. Et d'ailleurs, quand tu leur disais, non, c'est clair, it's good, ils sont tellement heureux. Et souvent, les chirurgiens se disent, ah ben, puisqu'ils payent, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Mais si tu vas chez le dentiste, qui te regarde la bouche et les dents, et qui disent, t'as pas de cavité, tu vas payer et tu es heureux. Ouais, c'est C'est la vrai. même chose. Tout ça, c'est des compréhensions à passer à la clientèle. Mais quand tu es pris sur, puisqu'ils viennent me voir, il faut que je fasse quelque chose parce qu'ils payent, ça vient d'un besoin intérieur plutôt que d'une valeur intérieure.
Ça vient du besoin intérieur d'être accepté, d'être aimé, plutôt que de la valeur de ce qu'on fait. Mhm. C'est là où la puissance de la philosophie chiropractique comme compas, comme GPS dans la vie et en pratique a une valeur extraordinaire. Et comment, du coup, tu définis la valeur d'un ajustement? Parce que... Ah, il n'y a pas de valeur sur l'ajustement. Il y a la loi de l'échange, donner et recevoir. Il y a la réalité que, yeah, il y a un loyer à payer, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a une employée ou deux employés, peu importe. Donc, il y a un échange qui doit se faire. Mais parfois, je disais aux gens qui m'avaient dit, qui sont venus me voir, et je ne traitais pas les mal du dos, mais il faut reconnaître qu'en chiropractie, le public souvent vient parce qu'ils ont des problèmes de dos et ils croient que la chiropractie, c'est un traitement pour les problèmes de dos. Bon, ben, bien que j'avais clarifié ça avec eux à la première visite, que j'ai clarifié ça à travers les conférences, néanmoins, tu as des gens qui m'ont dit, j'ai eu 2 visites chez des chirurgiens, en neurologie ou des chirurgiens orthopodes qui m'ont dit, il faut absolument que vous faites opérer du dos. Ils reçoivent les soins chiropractiques, je ne traite pas les problèmes du dos et ça disparaît. Souvent, j'avais cette conversation avec eux. L'opération vous aurait coûté 15 000 $, plus les soins de réhabilitation, plus les médicaments, plus la douleur, plus l'anesthésie générale. Vous êtes venu chez un chiro, ça a disparu, le corps s'est guéri de lui-même. En toute honnêteté, je devrais vous faire payer 35 000 $. Ça serait juste. Et Oui. peut-être même plus parce qu'en réalité, vous n'avez pas eu à avoir l'opération. Ça a réveillé les gens. Hein. Mhm. Hmm. Il y a, pour moi, de ce que je comprends, de tout ce que tu nous racontes, c'est pour devenir un bon chiro, il faut être en même temps un bon humain, en gros. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je le vois au centre chiropratique. Plus je suis aligné, plus j'ai d'énergie le matin, plus j'ai des bonnes relations avec ma copine, avec Ishra, euh, plus les ajustements vont être beaux finalement, et plus les gens vont être bien et vont être contents. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Ah, pas du tout. Hein. Pas du tout. Il faut un être horrible. Hein. Non, bien sûr, quand tu es aligné, quand tu vis ton message, quand tu as un exemple pour les autres, quand tu vis en intégrité, et quand je parle d'intégrité, je parle à tous les niveaux, de vraiment être, souvent dans les séminaires, tu sais, j'avais des camps d'entraînement de 6 jours au Colorado. Euh, je passais le message vraiment que tu peux être en Espagne et tu vis aux États-Unis, et puis une contravention, et dire, oh, je suis en Espagne, ils ne me trouveront jamais, je ne la paye pas. C'est pas en intégrité. Et ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Quand tu vis en intégrité à tous les niveaux, il y a une espèce d'état d'être, une émanation qui sort de toi-même. Et que les gens le sachent d'une manière consciente ou pas, ils le reçoivent, ils le ressentent. Et en toi-même, quand tu sais que tu es en intégrité avec ton message, que tu sais que tu es en intégrité dans la vie, il y a une espèce de radiance qui sort de toi, qui devient attractive aux gens, qui devient un appel pour eux. Et sans le comprendre vraiment, parfois, ils se disent, j'ai confiance en cette personne, je vois son honnêteté profonde, je vois son intégrité. Euh, et donc, la valeur de ça, c'est extraordinaire en chiro. Et pour moi, euh, tu sais, il y a quelque chose qu'on disait souvent dans la vie, où tu entendais des dictons qu'on entendait. Il ne faut pas confondre le message avec le messager. Ouais. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça.
Hmm. Moi, le message et le messager, ils doivent être alignés. Ouais. Mais si on suit cette loi, il n'y a plus personne. Comment, comment tu dis ça, toi? Non, mais on peut écouter plus personne parce que les politiques, il n'y en a pas un qui est aligné avec son message. Les chanteurs, ils sont tous, ils ont tous des problèmes dans la vie, ils ont des problèmes avec la justice, ils ont violé des gens, quoi. Genre. Ah, il faut choisir ses compagnons Oui, et ses amis, absolument. Et de toute façon, de ne pas écouter les politiciens, ça ne te fait pas de mal, hein. non, Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner parce que ce qu'ils font et la position dans laquelle ils sont dans la vie, c'est pas toi qui va changer ça. So, on dit toujours d'être concerné des choses qu'on peut changer et de ne pas et d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. ouais. So, quand tu vis en intégrité, il y a certaines relations que tu avais peut-être dans le passé où tu n'étais pas en intégrité. Et certainement, le début de ma vie n'était pas en intégrité, hein. J'étais un petit, qu'on appelle ça, un petit gangster, un petit voleur, un petit con artiste, euh, jusqu'au jour où je me suis réveillé sur l'Akiro. Ouais. Et ça a changé. So, quand, quand tu as cette transition dans la vie et que tu décides de vivre d'une manière intégreuse, il y a beaucoup de relations et d'amitiés qui vont disparaître. Il faut Ouais. changer son réseau de connexion. Et c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça ou pas, mais toi, pour vivre en intégrité, tu as toute cette routine que tu nous as expliquée ce matin qui te permet justement d'être le mieux possible dans ton corps et de faire les choses le mieux possible, c'est ça? Ça, et d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec les autres, d'être honnête avec les autres. Euh, même quand on parle d'un rendez-vous à 5 heures avec un ami, d'arriver à 5h20, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu respectes pas l'autre, que ton temps est plus valable que celui de l'autre. Bon, parfois, il y a des raisons. Entre 5 heures et tu devais être là à 5 heures, tu es arrivé à 5h20 parce que tu as aidé une personne qui était blessée. Ça, c'est différent. Mais si tu l'expliques, tu dis, je suis désolé d'être arrivé 20 minutes en retard, mais j'ai dû aider un cycliste qui est tombé de son vélo, qui avait une blessure. Tu comprends la différence, Jane? Ouais, So, bien sûr. Euh, dans la vie, il y a souvent des, enfin, je pense qu'il y a tout le temps des hauts et des bas comme les cycles. Comment toi, enfin, est-ce que toi, c'était des cycles qui étaient assez linéaires? On avait cette discussion avec Wade, il me dit, moi, mes cycles, ils sont vraiment, il n'y a pas de très haut, il n'y a pas de très bas, j'arrive à gérer comme ça. Toi, t'as vécu comment finalement toute cette expérience? chaque être a une fluctuation, une vague de vie différente. Il faut accepter la manière dont la vie se présente. Pour moi, ça a été toujours d'être très haut, très bas. Hmm. Et puis beaucoup de périodes très longues entre-temps où c'était toute petite fluctuation et tout d'un coup un très haut, très bas. Euh, mais je, je suis très clair avec moi-même que l'approfondissement de mon être et la guérison profonde de mon être est venue à travers les bas. Je dis toujours, quand on est en haut d'une montagne, je vis au Colorado, donc parfois j'ai fait des escalades de montagne où tu montes à 14 000 pieds, Ouais. et tu ne peux pas rester en haut parce que la tempête va venir, les éclairs vont venir, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri du soleil, il faut redescendre dans la vallée. Et c'est dans la vallée où tu trouves comment on appelle ça, là où il y a des Source. arbres avec les fruits, la nourriture, les jardins, l'eau. Donc, les bas de la vie, de savoir les accepter et de les savoir les utiliser pour approfondir son être et, et guérir les blessures profondes de l'être ou je sais pas comment on dit en français, the challenge that you may be living with. C'est une grosse opportunité.
C'est tout un autre paradigme, quoi. Yeah. Euh, Parce que d'ailleurs, la médecine est très branchée sur éviter la descente profonde. ouais. Ah, donnez-moi des médicaments, je ne veux pas descendre, hein. Non, c'est Alors que dans la c'est descente, c'est dans l'obscurité ouais. profonde que tu retrouves la lumière. Et c'est inévitable. Et la seule chose que, enfin bon, il faut pas partir dans un dogme, mais souvent ça ralentit cette descente, en fait, Exactement. qui Ou est ça inévitable. l'évite, ou parfois ça l'arrête complètement. Hmm. Et donc, cette opportunité, cette chance de croître en tant qu'être humain a été éradiquée. Arnaud, est-ce que j'avais... Attends. Oui. À quel point tu penses qu'on a une responsabilité dans ce qui peut arriver dans l'actualité, par exemple, enfin, le réchauffement climatique, par exemple, les guerres qui peuvent arriver, ou alors plus spécifiquement dans la chiro, dans le fait que la profession tend à devenir plus médicale, dans le fait d'enseigner la chiropratique, ou en tout cas les techniques à des physiothérapeutes ou à des médecins. Qu'est-ce que tu penses de notre responsabilité là-dedans? Je crois que notre état d'être profond, la vibration, l'énergie que tu donnes à travers qui est connecté avec tout, est, est le processus essentiel. Le Dalai Lama, par exemple, a un état d'être, un état de conscience, une présence qui a un effet sur le monde très profond. So, je pense que ça, c'est la première chose. Euh, bon, bah, il est évident que je suis aware, euh, Attentif ou au que courant? que je sais qu'il y a ce problème en Ukraine, que je sais qu'il y a ce problème en Israël et tout ça. Mais d'ici, je ne peux rien faire. Mais mon état d'être profond, comme ça a été prouvé quand des milliers de personnes décident de méditer au même moment, Ouais. a un effet sur la violence et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première chose. En tant que la responsabilité vis-à-vis de la chiropractie, ce qui est très curieux pour moi, c'est que en, en Allemagne, il y a une école chiropractique qui s'est ouverte à Hamburg, où la plupart des étudiants qui sont venus, c'était des gens qui avaient une licence en santé. Parfois, c'était des orthophodes, des neurologistes, des Ouais. médecins, des physiothérapeutes. Et ils ont développé un programme fantastique avec, en faisant venir les meilleurs chiropracteurs du monde, les meilleures philosophies en chiropractie du monde. Et à, à la suite de ça, ces gens ont abandonné la médecine, ont abandonné l'orthopode, ont abandonné la physiothérapie et sont devenus des chiropracteurs très purs. Donc, pendant longtemps, j'étais complètement opposé à partager notre savoir, notre connaissance avec d'autres que des étudiants en chiropractie ou des chiropracteurs. Et à travers ma croissance personnelle, j'ai eu des sentiments différents. Et d'ailleurs, j'ai accepté à MLS, les séminaires où on enseigne l'art de l'ajustement, j'ai accepté des gens qui venaient d'autres disciplines. Et je reçois régulièrement d'eux des emails qui sont tellement incroyables de savoir combien ça les a transformés et combien ils pratiquent la philosophie pure, la chiropractique pure. Donc, je vois les choses un peu différemment, mais je trouve qu'on a une responsabilité de ne jamais compromettre nos principes philosophiques et de ne jamais compromettre l'art de la chiropractie. Euh, et tant qu'il y a des gens qui font ça, il y aura toujours un point où les chiropracteurs peuvent revenir pour se prendre un bain dans la source de la chiropractie. Ouais. De toute façon, dans ce que tu parles,
c'est par rapport au chiropracteur vitaliste. Ce qui se passe en France, c'est plus ouvrir la technique de manipulation vertébrale pour les non, pour les médecins, en fait, ce qui est Mhm, différent, en fait. Donc, tu fais une vraie séparation là-dedans. mhm, mhm. Yeah. Mm. Et quand je dis jamais, c'est un mot absolu. Je n'ai jamais rencontré de médecins qui ont été opposés à la chiropractique quand ils ont été présentés la chiropractique pour ce qu'elle est vraiment. Dès que ça a été présenté, c'est un traitement pour la migraine, c'est un traitement pour les allergies, c'est un traitement pour le maux du cœur, du foie ou des mal du dos, immédiatement une opposition. Mm. C'est intéressant, ça. Parce que souvent, on a envie de faire la même chose qu'eux pour être accepté. Alors, ce que tu Exactement. dis, c'est l'inverse. De nouveau, le besoin d'opérer par le besoin d'être accepté, d'être aimé, d'être entendu, d'être compris, plutôt que les valeurs qu'on a. Ça, c'est un pendulum incroyable, hein. Tellement de chiro sont inconscients qu'ils sont dirigés intérieurement par des besoins personnels, besoin d'être important, besoin d'être entendu, besoin d'être compris, besoin d'être aimé, besoin d'être accepté, au lieu d'opérer par leurs valeurs, la valeur professionnelle et leurs valeurs personnelles. Hmm. Est-ce que, Arnaud, on arrive à la fin de cette interview qui est déjà longue et c'est chouette parce que je voulais aller en profondeur comme ce qu'on a fait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou peut-être des lectures qui pourraient changer la vie des gens qui nous écoutent? Euh, À part, sans à part conseiller ce magnifique livre. le café of life et le principe du moustique, hein, le Exactement. mosquito principal. Qui est pas encore traduit en français, mais c'est la prochaine étape, il m'a dit, Arnaud. Ah, peut-être, peut-être. Mais tu sais, il y a une petite audience en français. C'est vrai. En espagnol, ça sera beaucoup plus grand. En Ouais, chinois, ça sera énorme. ouais, t'as raison. Euh, mais l'importance de l'amour, l'importance de l'amour. Il faut se rappeler, je suis peut-être chrétien dans une certaine mesure, mais je ne suis pas religieux. Mais il faut se rappeler la puissance de l'amour, où un être qui radie vraiment l'amour, comme le Christ, il marchait et l'aveugle voyait, le paralytique pouvait marcher, les gens se guérissaient d'une manière spontanée. Et comme je partage dans le livre, j'ai eu une expérience pendant 3 mois en pratique, où j'étais dans un état d'être très élevé et où j'ai vu l'importance de ce que vraiment l'amour. L'amour qui n'a rien à voir avec l'amour romantique, qui n'a rien à voir avec l'amour je t'aime Léo, est-ce que tu veux un Kleenex, est-ce que je peux te donner un verre d'eau? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un état d'être physiologique où le cœur s'est complètement ouvert, où on est connecté avec tout le monde, on a une présence totale dans le moment présent, où il y a une compréhension, une entente de tout dans le silence. Dans cet état d'être, quelque chose se produit, que ta physiologie, ton énergie vitale, ton aura, on dit ça en français, l'aura, Ouais, ouais. euh, est tellement puissante qu'elle imprime et pénètre la physiologie de ceux qui sont autour de toi et ils ont des changements physiologiques spontanés. Et je crois que ça, c'est à travers l'histoire de notre profession, il y a beaucoup de chiropracteurs qui ont atteint cet état d'être de temps en temps ou d'une manière consistante et qui ont validé la réalité de ça. Hmm. Que de vraiment travailler sur soi-même pour ouvrir notre cœur, pour être tellement ouvert aux gens et de leur donner les soins chiropratiques à travers nos valeurs profondes philosophiques, nos valeurs profondes personnelles
mais aussi de le faire comme si c'était notre nouveau-né ou notre enfant, bien que ça soit une personne de 75 ans ou de 55 ans ou de 37 ans, et de venir de cet état d'être qui n'a rien à voir avec le business, qui n'a rien à voir avec concerné de combien de temps ils vont revenir, d'être dans cet état d'être est absolument déjà un pas essentiel à accéder à l'amour le plus profond. Hmm. Waouh. C'est enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un conseil, mais c'est un joli mot de la fin en tout cas. Je sais que tu as une liste de lecture qui est vraiment énorme et il y a peut-être Romain ne lit pas, mais il y a plein de gens qui lisent. Tu sais, au début de notre conversation, tu me parlais de la phase de ma vie. J'ai dû me débarrasser de plus de 400 livres que Waouh. j'avais sur la vie, le bien-être, la spiritualité, la guérison, ce qu'on appelle, je crois, le, euh, presque le miracle spontané que des gens en dehors de la médecine ou en dehors de la chiropractie ont expériencé, la vie, euh, la naissance, la mort, la spiritualité et tout ça. J'ai dû me débarrasser de presque 400 livres euh, et ça a été difficile. Waouh. Mais ça y est, c'est fini. On vient dans la vie avec rien, il faut ressortir avec rien. So, yeah, beaucoup de bouquins, Hmm. beaucoup de lectures. Super. Ben, merci Arnaud pour cette interview. Je pense qu'on arrive à la fin. Euh, Merci à toi, Léo. Merci à toi, vraiment. avec plaisir. Voilà, l'interview, elle est déjà finie. C'était vraiment un bonheur de faire cette interview avec Arnaud. Encore une fois, si vous voulez nous soutenir, envoyez-nous des messages pour nous dire que ça vous a plu ou alors que ça vous a pas plu et comment on pourrait l'améliorer. Et il y aura plein d'autres nouvelles interviews. Donc restez vraiment connectés. J'ai hâte de vous revoir.